Le ciel de Paris est d'un gris uniforme ce matin-là, comme si quelqu'un avait posé un voile sur la ville. Sur les quais de la Seine, les joggeurs slaloment entre les touristes, les bateaux-mouches se préparent pour la journée, et au-dessus de tout ça, dans une tour de verre du quartier de Saint-Lazare, un homme regarde la ville avec l'impression qu'elle lui appartient un peu. Armand de Villiers est debout, main dans les poches de son costume impeccable, face aux baies vitrées du 32e étage. Derrière lui, une salle de réunion design, une table en bois clair, un écran géant. Sur la table, des bouteilles d'eau alignées, des dossiers, des ordinateurs ouverts. Il ne se retourne pas quand la porte s'ouvre. « Ils sont tous là, monsieur », annonce sa secrétaire. « On n'attend plus que vous. »« Très bien », répond-il sans bouger. Il aime faire attendre un peu. Pas trop. Juste ce qu'il faut pour rappeler à chacun qui tient la barre. À 41 ans, PDG de Luxion, groupe français de cosmétiques et de parfums haut de gamme, Armand s'est construit une réputation. Brillant, exigeant, arrogant. Dans les magazines économiques, on le décrit comme l'héritier modernisateur. Fils d'un industriel de l'ancienne école, il a repris Luxion après le décès brutal de son père. Il a restructuré, digitalisé, internationalisé. Les résultats ont explosé. On l'admire, on le craint un peu, on évite de lui dire non. Tout, chez lui, semble calculé. La coupe de cheveux, la montre, la façon de poser les mains sur la table. Même son silence a l'air d'un choix stratégique. On oublie souvent qu'il est aussi père célibataire. Il quitte la baie vitrée, s'avance vers la table. Les conversations se taisent. « Bonjour », dit-il simplement. Les directeurs marketing, finance, RH répondent en chœur. Nous attaquons. Sur l'écran, le logo Luxéon s'affiche, suivi de 3 mots. Rebranding, nouvelle ère. Armand se tourne vers ses équipes. Notre image vieillit, commence-t-il. Nous avons modernisé nos produits, nos process, mais pas notre visage. Nous avons besoin d'un changement fort. Nouveau logo, nouvelle charte, nouvelle façon de parler à nos clients. Le directeur marketing, Vincent, acquiesce. C'est pour ça qu'on a lancé l'appel d'offres auprès de plusieurs agences. On a retenu 3 finalistes. Armand s'installe. Très bien. Faites les entrées. La première agence défile, puis la deuxième. Grand discours, belle slide, beaucoup d'anglicisme. Armand écoute, note, pose quelques questions cinglantes. La troisième arrive avec un léger retard. Ils sont en bas, ils montent. Souffle la secrétaire. La porte s'ouvre. Une femme entre, suivie d'un jeune homme qui porte un sac avec un ordinateur. Elle n'a pas le même style que les 2 équipes précédentes. Pas de tailleur strict. Juste un jean sombre, une chemise blanche, un blazer bleu nuit. Ses cheveux bruns sont attachés simplement, son maquillage discret. Elle tient un carnet et un stylo, pas de dossier brillant. « Bonjour », dit-elle avec assurance. « Je suis Claire Moreau, fondatrice de l'atelier Studio Pomelo. Voici Tom, mon graphiste. » Armand l'observe sans sourciller. « Une petite structure, pense-t-il. On a demandé des agences, on nous envoie un atelier. Il sent déjà un début d'agacement. « Nous vous écoutons, mademoiselle Moreau », dit-il d'un ton poli, mais légèrement condescendant. Elle le regarde droit dans les yeux, sans se laisser impressionner. « Claire », simplement. Elle branche son ordinateur. Pas de grandes animations, juste des slides sobres. On a étudié votre marque, vos campagnes, vos lancements produits, commence-t-elle. Luxéon parle très bien de luxe, très bien de beauté, mais très mal de vraie femme. Un léger frémissement parcourt la salle. Certains directeurs échangent un regard. Armand croise les bras. « Expliquez », demande-t-il. « Vos visuels montrent des femmes parfaites, glacées, souvent déconnectées du quotidien, détaille Claire. Vous ciblez une cliente qui n'a pas besoin de vernis, ni de correcteur, parce qu'elle est déjà photoshopée.
Sauf que vos vraies clientes prennent le métro, ont des cernes, des boulots, des enfants, des vies. Et elles commencent à se lasser des marques qui font semblant de ne pas les voir. Elles cliquent. Sur l'écran, des captures de campagne Luxéon s'affichent. Parfaite, intouchable, un peu froide, soudain. Notre proposition, c'est de faire descendre Luxéon de son piédestal. Pas pour le rabaisser, mais pour l'incarner. Slide suivante. Des visages plus divers, des situations plus quotidiennes, une palette de couleurs plus chaleureuse. Elle parle de cohérence, de valeur, de modernité. Elle parle de respect, aussi. Armand l'écoute en silence. Il la trouve trop sûre d'elle. Il n'aime pas trop qu'on critique son bébé. Mais il doit reconnaître une chose. Elle a travaillé. Ses mots sont précis, appuyés sur des chiffres et des études, mais aussi sur quelque chose de plus subtil. Une compréhension des femmes à qui Luxéon parle. Vous dites que nous parlons mal à nos clientes, note-t-il. Pourtant, nos ventes n'ont jamais été aussi bonnes. Claire ne se démonte pas. Pour le moment, objecte-t-elle, mais les habitudes changent vite. Les marques qui ne suivent pas le mouvement se réveillent souvent trop tard. Elle le regarde, sans baisser les yeux. Si vous voulez juste un nouveau logo brillant, prenez l'agence numéro 2. Ils sont très bons pour ça. Si vous voulez une marque qui parle vraiment aux femmes qui achètent vos produits, on peut travailler ensemble. Le silence se fait lourd. Vincent, le directeur marketing, tousse. Merci Claire. On vous recontactera. Elle hoche la tête. Merci pour votre temps. Elle range son ordinateur, sourit à Tom, puis salue la salle. Au moment de sortir, son regard croise à nouveau celui d'Armand. Il a l'air fermé, difficile à lire. Elle se dit qu'il ne la rappellera jamais. Elle ne sait pas encore qu'elle vient de le piquer là où il ne s'y attendait pas. Et que c'est justement pour ça qu'il va la choisir. 2 semaines plus tard, dans le modeste bureau de Studio Pomelo, près du canal Saint-Martin, Claire termine un café en relisant un devis. Tom entre, l'air nerveux. « Ils ont rappelé, dit-il. »« Qui ?»« Luxéon. » Elle relève la tête. « Alors ? Ils ont choisi l'agence 2, je parie. »« Non, ils nous ont choisis, nous. » Il y a une seconde de silence. « Tu plaisantes. »« Je te jure. » Le directeur marketing dit que le PDG a insisté. Claire reste un moment immobile. Elle revoit la salle, le regard d'Armand, ce mélange de distance et d'intensité. « Eh ben, souffle-t-elle. Elle n'est pas sûre que ce soit une bonne nouvelle. Luxéon, c'est énorme. Une chance incroyable pour Studio Pomelo, une petite structure de 4 personnes, mais aussi un risque. Se brûler les ailes avec un client trop gros, trop exigeant, trop arrogant. Elle aurait pu dire non. Elle ne le fait pas. Le premier rendez-vous de travail a lieu dans les bureaux de Luxéon. Dans la salle de réunion, ils ne sont pas seuls. Vincent, le directeur marketing, la responsable communication, une juriste et, évidemment, Armand. Il arrive en retard de 5 minutes, sans s'excuser. « Pardon, j'étais en ligne avec Tokyo. » Lâcheté-il quand même, comme une information plutôt qu'une excuse. Claire l'observe. Elle voit sa façon de s'asseoir en bout de table, de poser son téléphone devant lui, écran vers le haut, toujours prêt à s'allumer. Elle voit aussi la façon dont les autres le regardent, une pointe de crainte, d'attente. Elle ouvre son carnet. « Avant de parler création, pose-t-elle, j'aimerais qu'on parle vision. Vous voulez emmener Luxéon où, exactement ?» Vincent commence une phrase. Armand le coupe. « Je veux que Luxéon soit la référence mondiale des cosmétiques français, » répond-il. Plus moderne, plus ambitieux, plus influent. Et plus proche des femmes, si j'ai bien suivi votre pitch, ajoute-t-il avec un léger sourire ironique. Claire ne se laisse pas déstabiliser. Plus proche de toutes les femmes, oui, confirme-t-elle.
pas seulement d'un idéal inaccessible. Vous croyez que les femmes veulent qu'on leur rappelle leurs cernes et leurs rides, réplique Armand. Je crois qu'elles veulent qu'on respecte leur intelligence et leur réalité, répond-elle tranquillement, et qu'on arrête de leur vendre l'idée qu'elles seront enfin assez si elles achètent le bon rouge à lèvres. Eh bien, Manson, un silence. La responsable communication, Sophia, esquisse un sourire discret. Armand tapote son stylo. Très bien, tranche-t-il. Travaillez sur 2 pistes. Une plus audacieuse, dans votre vision, et une plus traditionnelle, pour rassurer. Nous verrons. Claire fronce légèrement les sourcils. Je préférerais qu'on choisisse une direction claire, dit-elle. Faire une piste courageuse et une sage, c'est le meilleur moyen de finir avec un compromis tiède. Vincent ouvre de grands yeux. Personne ne parle comme ça à Armand. Le PDG se tourne vers elle, lentement. Vous êtes en train de me dire comment je dois piloter mon projet? Son ton est calme, mais le sous-entendu est clair. Claire tient son regard. Elle sent une tension monter dans la salle, mais elle refuse de se recroqueviller. Je suis en train de vous dire comment on travaille si vous voulez que ce soit utile, répond-elle. Si vous voulez juste des maquettes qu'on accrochera au mur pour se rassurer, n'importe qui peut vous les faire. Si vous voulez un vrai repositionnement, il va falloir accepter de prendre une décision. Un silence dense. Sophia tousse pour briser l'atmosphère. On peut faire un atelier de travail intermédiaire, propose-t-elle. On voit les pistes en construction, on discute. Armand opine. Très bien. Faites comme ça. Il se lève, rassemble ses affaires. J'ai une autre réunion, continuez sans moi. Il quitte la salle sans un regard de plus. La porte se referme. Vincent lâche un souffle impressionné. « Vous avez des nerfs, vous, dit-il à Claire. « Je ne suis pas là pour faire joli, répond-elle. Sophia sourit franchement. Ça nous changera. Les semaines suivantes, le travail avance. Claire et son équipe plongent dans l'univers de Luxéon, rencontrent des clientes, des vendeuses, des responsables de boutiques. Elles parlent de routine, de complexe, de plaisir, de pression sociale. Elle construit une nouvelle histoire visuelle pour la marque. Plus de diversité, plus de spontanéité, moins de perfection glacée. À chaque étape, ils ont un point avec l'équipe Luxion. Parfois Armand est là, parfois non. Quand il est là, il pose des questions incisives, exige des justifications, coupe certaines phrases. Il a un talent particulier. Pointer le détail qui ne va pas, l'incohérence, le chiffre qui manque. Ce qui agace Claire, ce n'est pas qu'il soit exigeant, c'est qu'il semble persuadé d'avoir toujours raison. Un soir, après une journée de travail intense, elle sort des bureaux de Luxion complètement vidés. Sa meilleure amie, Myriam, l'attend à la terrasse d'un café. « Alors, comment va ton PDG arrogant ?» demande-t-elle en riant. Claire roule des yeux. Arrogant est un euphémisme. Il veut tout contrôler. Il écoute, mais seulement pour mieux dire pourquoi ce qu'on propose n'est pas assez, ou trop, ou pas comme il imaginait. Il est beau au moins? Claire lève les yeux au ciel. Oui, concède-t-elle malgré elle. C'est bien ça le problème. On a l'impression qu'il sait qu'il est beau, intelligent, riche, puissant. Il coche toutes les cases, et il en abuse un peu. Et toi, tu résistes, sourit Myriam. Je n'ai pas le choix. Si je commence à baisser les yeux, on est foutu. Elle hésite. Je vois aussi autre chose parfois. Quoi? Un truc presque fragile quand il parle de son père, de la marque qu'il veut honorer. Mais dès que ça apparaît, il remet son masque de PDG blindé. Myriam sirote son verre. « Fais attention, prévient-elle. C'est dans ces failles-là qu'on tombe amoureuse des types qui nous rendent dingues. » Claire éclate de rire. « T'inquiète, il coche toutes les cases du mec que je dois éviter. Autoritaire, workaholic, fils de famille, jamais disponible.
Il a probablement une femme parfaite quelque part, dans un appartement haussmannien. Tu as vérifié? Non. Et je ne veux pas savoir. Je veux juste finir ce projet, être payé, et retourner à mes clients moins dangereux. Elle dit ça avec assurance. Elle ne sait pas encore que ses frontières vont être testées bien plus qu'elle ne le croit. Un mercredi soir, après une longue réunion, Armand sort de l'ascenseur, l'air fermé. Il regarde sa montre. 18h47. Je peux encore y être à 19h15. Calcule-t-il mentalement. Il attrape son manteau, fait signe à sa secrétaire qu'il part, descend au parking. Dans la voiture, il claque presque la portière. La journée a été un enfer. La presse économique a sorti un article évoquant une possible délocalisation d'un site luxéen. Les syndicats sont en alerte. Le comité d'entreprise demande des explications. Et au milieu de ça, ce rebranding qu'il a lancé et qu'on lui reprocherait facilement s'il échoue. Il démarre. Trafic dense. Klaxons. Feu rouge. Il serre les dents, jette des coups d'œil répétés à l'horloge. Il a promis d'être là à 10 à 9 heures. Dans une salle de danse du 11e arrondissement, Jeanne, 11 ans, sa fille, se tient devant un miroir, son juste au corps noir ajusté, les cheveux tirés en chignon. La prof, une femme énergique, l'encourage. On reprend depuis le début. Et on donne tout, même si les parents ne sont pas encore là. Ce n'est pas pour eux que vous dansez, c'est pour vous. Mais Jeanne, elle, danse un peu pour lui, pour qu'il la regarde, pour qu'il soit fier. À 19h10, la porte s'ouvre. Armand entre discrètement, essoufflé. Il cherche des yeux sa fille. Elle le voit dans le miroir. Un sourire traverse son visage, puis disparaît aussitôt. Elle doit se concentrer. Il s'assoit au fond, essayant de reprendre son souffle, physiquement et mentalement. Pendant 30 minutes, il regarde Jeanne danser. La musique, les enchaînements, les autres parents autour de lui, tout lui semble lointain. Il ne voit qu'elle. Il se dit qu'il passe à côté de trop de choses. Il se le dit souvent, mais entre le dire et changer, il y a toujours eu un fossé. Après le cours, elle accourt vers lui. « Tu as vu ? » ?»« Oui. Tu étais incroyable, » répond-il avec un vrai sourire. « Tu es arrivé en retard, » note-t-elle pourtant. Il se fige une seconde. « Un peu, oui, mais j'étais là. Maman, elle, quand elle disait qu'elle venait, lâche Jeanne. » La phrase lui lacère le corazon. La mère de Jeanne est partie vivre à Montréal avec un photographe, quelques années plus tôt. Elle voit sa fille 2 fois par an, pendant les vacances. Jeanne la mythifie un peu. « Je sais que je ne suis pas parfait, Jeanne, » dit-il doucement. « Mais je fais de mon mieux. » Elle hausse les épaules, change de sujet. « Tu veux qu'on rentre en Vélib ?»« En Vélib ? Avec ce sac ? Tu as peur ?» Il rit. « Allez, viens. » Sur le chemin du retour, Jeanne raconte des anecdotes d'école, des potins, des histoires de copines. Il la regarde pédaler devant lui, sa silhouette déjà presque adolescente. Il se demande combien de temps il lui reste avant qu'elle ne s'éloigne pour de bon, lassée de ses absences. Quelques jours plus tard, Claire découvre ce côté-là d'Armand, par hasard. Elle est à Beaubourg avec son neveu, Léo, 8 ans, qu'elle garde pour l'après-midi. Sa sœur, infirmière, a pris une garde de plus. Léo adore dessiner. Ils ont passé la matinée dans le musée, et maintenant, ils sont sur la grande place, près de la fontaine. « Regarde, Tati !» fait Léo, en brandissant un dessin d'un robot coloré. « C'est canon !» s'exclame Claire. « On va l'accrocher sur mon frigo. » Elle s'apprête à proposer une glace quand une voix connue lui parvient. « Non, Jeanne, on ne grimpe pas là-dessus. C'est marqué interdit. » Elle se retourne. À quelques mètres, Armand est là, en jeans et blouson de cuir, moins solennel que d'habitude, un café à la main. À côté de lui, Jeanne, avec un bonnet trop grand
et un sourire carnassier. « Mais tout le monde le fait. Regarde !» proteste la fillette en montrant une sculpture. « Tout le monde ne finit pas forcément aux urgences, » rétorque Armand. Claire ne peut s'empêcher de sourire. Léo, lui, a déjà repéré la gamine. « Tu veux venir voir mon robot ?» lance-t-il sans vergogne. Jeanne se tourne vers lui. « C'est toi qui l'as dessiné ?»« Oui. »« T'aimes bien ?»« Ouais. Il est stylé. » Les enfants se rapprochent. Les adultes suivent. Armand se fige en reconnaissant Claire. « Vous ici ? Incroyable, non ? Une Parisienne sur une place parisienne, » répond-elle avec un sourire en coin. Il esquisse un sourire. « C'est votre fils ?» demande-t-il en désignant Léo. « Mon neveu, Léo. »« Moi, c'est Jeanne, » dit la fillette. « Et lui, c'est mon père. » Elle le dit avec une pointe de fierté. Claire prend une seconde pour intégrer l'info. Donc, pas de femme dans les parages. Elle repense à Myriam. « Ne commence même pas, » se dit-elle intérieurement. « Vous voulez qu'on s'assoie ?» propose-t-elle. Les enfants ont l'air bien partis. Ils s'installent sur le bord de la fontaine, les enfants un peu en avant. La conversation est d'abord timide. « Vous venez souvent ici ?» demande Claire. « Quand j'y arrive, oui, » répond Armand. Jeanne adore Beaubourg. « Et vous ?» Il regarde autour. « J'aime bien les endroits où je ne suis pas le centre de la salle. » La remarque la surprend. « Ça ne doit pas vous arriver souvent, » glisse-t-elle. Il rit, sincèrement, touché. Un silence, puis il ajoute « C'est votre fils ? Votre neveu ? Mon neveu. Je n'ai pas d'enfant, » dit-elle. « Mais je suis la Tati Dispo, qui récupère à l'école et aux vacances. Et pas de partenaire ?» Elle hausse un sourcil. « On est en train de faire une étude de marché sur ma vie sentimentale. » Il se mord la lèvre. « Désolé, c'était indiscret. »« Un peu oui, » répond-elle, mais sans agressivité. « Et vous ? Vous avez une équipe de communicants qui gère votre image de père moderne ?» Il la regarde, mi-amusé, mi-piqué. « Non, ça, c'est du fait maison, » répond-il. « La mère de Jeanne vit à l'étranger. On se débrouille à deux la plupart du temps. » Elle le regarde différemment, soudain. Le PDG arrogant a aussi des cernes de parents solo. « Vous arrivez à tout concilier ?» Il rit, sans joie. « Pas vraiment. Je suis toujours en train de rater quelque chose quelque part. Une réunion, un spectacle d'école, un appel important. » Il prend une gorgée de café. « Je suppose que vous avez trouvé l'équilibre parfait. » Elle secoue la tête. « Je suis indépendante parce que j'ai horreur qu'on me dise quoi faire. Mais ça veut dire des week-ends à bosser, des nuits blanches pour boucler des projets, de l'angoisse quand un client paye en retard. » Elle regarde Léo, qui dessine maintenant avec Jeanne. « Et parfois, je me demande si je ne me cache pas derrière le boulot pour éviter le reste. » Le reste, les relations, la vulnérabilité, tout ça, répond-elle. Il hoche la tête. Je vois. Ils se taisent. Il y a quelque chose de différent entre eux. Dans cet espace hors des salles de réunion, un peu moins de défense, un peu plus de vérité. Jeanne revient vers eux, Léo à ses côtés. « Papa, Léo dit qu'il a jamais goûté les crêpes de la crêperie Labasse. C'est grave. »« C'est une urgence médicale, » ajoute Léo. Claire éclate de rire. Armand les regarde, puis Claire. « On pourrait y aller ensemble, si vous avez le temps, » propose-t-il. Elle hésite une fraction de seconde. « Pas pour parler branding, » précise-t-il. « Juste pour que nos deux monstres mangent trop de sucre. » Elle sourit. « D'accord. Mais après, vous ne venez pas vous plaindre si vous avez la tête comme un tambour. » Le PDG arrogant et la femme qui lui résiste se retrouvent donc, un peu malgré eux, autour d'une table en bois, avec des crêpes et du chocolat chaud, à parler d'école, de voisins, de séries, de choses terriblement simples. Et ce jour-là, Claire voit apparaître un autre Armand, moins armé, moins sûr de lui, plus
humain. Ce qui la gêne un peu plus que prévu. Parce que résister à un PDG arrogant, c'est facile. Résister à un homme qui laisse entrevoir sa vulnérabilité, c'est une autre histoire. Sauf que la vie, surtout quand il y a de la presse, des réseaux sociaux et des actionnaires, ne laisse pas beaucoup de temps pour les crêpes. Quelques semaines plus tard, Luxéon se retrouve en plein bad buzz. Une campagne ancienne ressort sur Twitter, une pub de 10 ans plus tôt, où une mannequin très claire de peau vendait une crème éclat dans un contexte maladroit. Les internautes crient au racisme, à l'ignorance, au mépris. Le hashtag Luxéon cancel tourne. Sophia débarque en trombe dans le bureau d'Armand. « On a un problème », dit-elle en posant sa tablette sur le bureau. Il lit, blêmi. « Ça vient d'où ?» Une influenceuse a ressorti l'ancienne pub en critiquant les marques qui n'ont jamais fait d'efforts sur la diversité. On est dans le lot. « On fait justement un rebranding pour changer ça », rétorque Armand. « Internet ne sait pas ce qu'on prépare », répond Sophia. Il réagit à ce qu'il voit. Et ce qu'il voit, ce sont des années de pub très blanches, très lisses. Il se lève. « On fait un communiqué. » Tout de suite. Sophia fronce les sourcils. « Il nous faut une vraie réponse, pas un texte aseptisé. On va s'excuser, dire qu'on a fait des erreurs, qu'on s'engage à faire mieux, blabla, tranche Armand. C'est ça qu'ils veulent, non ? Elle serre la mâchoire. Si c'est vide, ça ne fera qu'empirer. Il commence à dicter des phrases, tourne en rond. Plus tard dans la journée, il demande à voir Claire. Elle arrive, un peu essoufflée, un dossier sous le bras. « Vous êtes au courant ?» demande-t-il sans préambule. « Des réseaux ?»« Oui, » répond-elle. « Tout le monde en parle. On est en train de préparer un communiqué. J'aimerais votre avis. » Elle lit le texte sur l'écran. Plus elle lit, plus son visage se ferme. « Alors ?» demande-t-il. « Vous voulez vraiment mon avis ?» Toujours. C'est creux. Il se fige. « Pardon ?» Ça sonne comme tous les communiqués de crise. « Nous sommes désolés si certaines personnes ont pu se sentir offensées, » récite TL. « Vous ne reconnaissez rien, vous ne vous engagez à rien. Vous essayez juste de sauver votre image. Vous croyez que je dois me flageller publiquement ? Je crois que si vous voulez que ce soit crédible, vous devez accepter de reconnaître que Luxéon a réellement manqué quelque chose, » répond-elle. « Pendant des années, vous avez vendu un seul type de beauté. C'était le standard de l'époque ? Peut être. Mais maintenant qu'on sait faire mieux, vous devez le dire. » Sophia acquiesce. « Elle a raison, » dit-elle. Armand souffle, agacé. « Donc on dit quoi ? On a été nuls. Mais donnez-nous une seconde chance. Vous dites, on a fait partie d'un système qui invisibilisait certains types de beauté. On le regrette. On a commencé à changer. Et voici ce qu'on met concrètement en place, propose Claire. Par exemple, intégrer des équipes plus diverses dans la création, des shootings avec de vrais profils, pas seulement des mannequins. Plusieurs de nos égéries ne rentrent pas dans ce moule pourtant, objecte Armand. Alors montrez-les, vraiment, insiste-t-elle, pas comme exception, comme la norme. Il la regarde, les yeux plissés. Vous êtes très doué pour me dire ce que j'ai mal fait, lâche-t-il. Je suis payé pour vous aider à faire mieux, réplique-t-elle. Il sent l'agacement monter. Vous ne vous rendez pas compte des risques. Les investisseurs n'aiment pas les excuses trop fortes. Ils y voient un aveu de faiblesse, un risque d'attaque. Les clients n'aiment pas les excuses tièdes. Ils y voient du mépris, répond-elle du tac au tac. La tension grimpe. C'est moi qui porte ce groupe, mademoiselle Moreau, dit-il, la voix plus froide. Moi qui répondrai devant le conseil d'administration, les salariés, les syndicats. Vous, au pire, vous perdrez un client. Le coup est bas. Claire se tait une seconde. Sophia intervient. Armand. Il lève une main. Non. Je suis fatigué qu'on m'explique comment je dois gérer, sans mesurer ce que ça implique pour moi.
Claire le regarde, blessée, mais droite. « Très bien, dit-elle. Dans ce cas, faites comme vous pensez. » Elle referme son carnet. « Je vous enverrai les maquettes finales. Vous n'aurez plus à subir mes avis. »« Ça veut dire quoi ?» demande Théil. « Ça veut dire que je retire Studio Pomelo du volet stratégique de ce projet, » répond-elle. « On peut finir la partie graphique si vous voulez. Mais je ne peux pas cautionner une réponse de façade à un problème qui est au cœur de votre marque. » Le silence tombe, brutal. « Vous êtes en train de saboter le contrat le plus important de votre petite entreprise par principe ? » « Je suis en train de protéger ce qui compte le plus pour moi. Faire un travail qui a du sens, » réplique-t-elle. « Si je ne fais que mettre un joli vernis sur un système qui ne veut pas vraiment changer, je me trahis. » Elle ramasse ses affaires. « Je vous enverrai notre facture pour ce qu'on a déjà fait, » ajoute-t-elle. « Et je vous souhaite sincèrement de faire les bons choix pour Luxéon. » Elle sort, laissant derrière elle une sorte de vide sonore. Sophia regarde Armand. « Tu vas la laisser partir comme ça ?» Il serre les dents. « Elle me prend pour un ado qu'il faut éduquer, » grince-t-il. « Je n'ai pas besoin qu'on me fasse la morale. »« Peut-être que tu n'as pas besoin de ça, » répond Sophia calmement. « Mais tu as besoin qu'on te dise la vérité. » Il attrape son téléphone, parcourt encore les commentaires sur les réseaux. Les reproches, les moqueries, les déceptions, il se sent acculé. Alors, il fait ce qu'il sait faire. Il reprend le contrôle. Il réécrit le communiqué lui-même, en adoucissant les formulations, en éliminant les phrases trop engagées. Il supprime une phrase que Claire avait suggérée. « Nous nous engageons à ce que d'ici 1 an, nos campagnes reflètent réellement la diversité des femmes qui nous font confiance. » Il garde une version plus vague. Nous travaillerons à mieux représenter la diversité de nos clientes. Le communiqué sort. Les réactions sont mitigées. Certains saluent le geste. D'autres crient au blabla habituel. L'orage ne passe pas. Au contraire, un article d'opinion dans un grand journal démonte la réponse de Luxéon, la jugeant aseptisée, calculée, centrée sur l'image plus que sur le fond. Pour la première fois depuis longtemps, Armand a la sensation de perdre la main. Au même moment, il a perdu autre chose, la présence de Claire dans le projet. Le soir, il rentre chez lui, épuisé. Jeanne l'attend dans la cuisine, les bras croisés. « Tu as vu ce qu'ils disent sur ta marque sur TikTok ?» lance-t-elle. « Oui, c'est nul ton communiqué » assène-t-elle. Il sursaute. « Pardon, on dirait, quand tu me dis « Je suis désolé si tu as eu l'impression que je n'étais pas là, alors que tu n'étais vraiment pas là », dit-elle crûment. « On dirait que tu ne comprends pas pourquoi les gens sont fâchés. » Il la regarde, sidéré. « Tu crois qu'ils ont raison ?» demande Théil. « Je crois que tu as peur. » Elle prend une pomme, croque dedans. Peur de dire que tu t'es trompé, peur de perdre. Alors tu fais semblant. Elle hausse les épaules. Mais les gens voient quand on fait semblant, tu sais. Elle quitte la cuisine, le laissant seul avec ses pensées. Cette nuit-là, Armand dort mal. Il revoit Claire qui referme son carnet, qui le quitte sans claquer la porte mais avec une déception presque tangible. Il revoit Jeanne, qui le regarde comme si elle voyait enfin à travers lui. Le PDG arrogant, sûr de lui, commence à se demander s'il ne se trompe pas de combat. Quelques jours plus tard, Armand arrive au bureau plus tôt que d'habitude. À 7h45, la tour est presque vide. Il se sert un café, s'assoit, seul, dans la salle de réunion où tout a commencé. Sur la table, le dossier Luxéon, Rebranding. Il ouvre les pages. Il relit les notes de Claire. Les phrases sur la nécessité de descendre du piédestal. Les exemples concrets qu'elle a donnés. Il repense à l'article d'opinion qui a critiqué le communiqué. Il repense à Jeanne, à sa phrase « On voit quand tu fais semblant ». Il sort son téléphone, hésite, tape un message. « Nous avons besoin de votre aide. »
Le rebranding n'a pas de sens sans la stratégie que vous portiez. Accepteriez-vous de reprendre le travail avec nous si nous faisons les choses vraiment, pas juste en surface? Armand. Il relit 3 fois. Efface. Recommence. Je crois que vous aviez raison, et que j'ai eu tort de m'accrocher à la façade. Si vous êtes prête à discuter, j'aimerais vous voir. Pas en tant que PDG qui impose, mais en tant qu'homme qui essaye de faire mieux. Armand. Il envoie. De l'autre côté de la ville, dans son petit bureau près du canal, Claire arrive avec un gobelet à la main. Tom lève la tête. « Tu as vu tes messages ?»« Non, pas encore. » Elle pose ses affaires, consulte son téléphone. Le message d'Armand s'affiche. Son cœur fait un drôle de petit bond. Tom écarquille les yeux en voyant son expression. « C'est lui ?»« Oui, » répond-elle. « Il t'engueule encore ?» « Non. » Elle lit à voix basse. Tom la regarde. « Et tu vas répondre quoi ?» Elle ne répond pas tout de suite. Elle se souvient de leur dispute, de sa colère, de sa déception. Mais elle se souvient aussi de Jeanne à Beaubourg, de la conversation sur la place, et, surtout, d'une chose essentielle. Elle croit vraiment que Luxéon peut faire mieux. « Je vais le voir, » dit-elle finalement. Une fois, ils se retrouvent dans un café, pas dans une salle de réunion. Armand est déjà là, sans cravate, les traits tirés. Quand elle s'assoit, il pose son téléphone, face contre la table. « Merci d'être venu, » dit-il. « J'ai hésité, » répond-elle honnêtement. « Je sais. » Il inspire profondément. « Vous aviez raison, » commence-t-il. « Sur le communiqué, sur la peur, sur la façade. » Elle ne dit rien. Le bad buzz n'est pas passé. Nos clientes nous écrivent. Beaucoup sont blessées. Elles nous disent qu'elles se sont senties invisibles pendant des années, qu'elles ont l'impression qu'on s'excuse juste parce qu'on a été pris. Il marquait une pause. Ce n'est pas l'image que j'ai envie d'avoir, ni pour la marque, ni pour moi, ni pour Jeanne. Il ajoute plus doucement. Elle a lu le communiqué. Elle m'a dit que c'était nul. Claire esquisse un sourire. Elle a du flair. Oui, murmure-t-il. Il la regarde dans les yeux. Je voudrais reprendre à zéro, dit-il. Qu'on construise une réponse honnête, qu'on mette en place de vrais changements, et je voudrais que vous soyez là pour nous challenger. Même quand ça me dérange. Surtout quand ça me dérange. Elle le scrute. Et si votre conseil d'administration n'aime pas ça? Alors il n'aime pas ça, répond-il. Mais je suis PDG, non? Il faut bien que ça serve à quelque chose. Elle hoche la tête. Je veux des preuves, dit-elle. Pas seulement des mots. Lesquels? Des engagements concrets. Recruter des profils plus divers dans vos équipes de création, faire un audit de vos campagnes passées, les retirer si elles sont problématiques, monter un comité consultatif avec des femmes de profils différents pour vous aider à ne pas refaire les mêmes erreurs. Il note. Ne discute pas. Et vous? Ajoute-t-elle. Moi? Oui, vous, Armand. Pas le PDG. L'homme, vous êtes prêt à changer quoi? Il reste un moment silencieux. Ma façon d'écouter, finit-il par dire. Ma certitude d'avoir toujours raison. Ma tendance à penser que tout repose sur moi. C'est un bon début, reconnaît-elle. Elle prend une gorgée de café. D'accord, dit-elle enfin. On reprend. Mais je pose une condition. Laquelle? Vous arrêtez de me parler comme à une gamine insolente chaque fois que je ne vais pas dans votre sens, dit-elle. Je suis votre consultante, pas votre stagiaire. On peut ne pas être d'accord, mais on se parle en adulte. Il rougit légèrement. C'est justifié, concède-t-il. Je m'en excuse, sincèrement. Les mots semblent lui coûter, mais ils sont vrais. Elle le sait. Elle l'entend. Alors on peut travailler ensemble, conclut-elle. Les mois suivants, quelque chose change vraiment. Dans les bureaux de Luxéon, Claire n'est plus la petite agence qui agace, mais une partenaire à part entière. Le communiqué est réécrit, avec son aide,
celle de Sophia, et même l'avis d'un collectif de clientes invitées à donner leur point de vue. Cette fois, le ton est différent. Plus humble, plus précis, plus engagé. On y lit, pendant des années, nos campagnes ont présenté une vision très limitée de la beauté. Nous en sommes sincèrement désolés. Nous avons contribué, comme d'autres, à invisibiliser des femmes qui ne correspondèrent pas à un certain standard. Nous ne voulons plus de cette norme. Voici ce que nous mettons en place. Suivent des engagements clairs, datés, mesurables. Les réactions ne sont pas miraculeusement parfaites. Certaines restent sceptiques, mais beaucoup saluent la franchise. Et, surtout, dans les couloirs de Luxéon, on sent un mouvement intérieur. Les équipes se mettent à questionner leurs habitudes. On invite de nouvelles voix à la table. Les castings changent. Claire mène des ateliers avec les équipes marketing, communication, produits. Armand assiste à plusieurs d'entre eux. Il ne dirige pas. Il écoute. Il prend des notes. Parfois, il donne son avis, mais moins. Sophia le chambre gentiment. « Tu te calmes, c'est bien. » Un soir, après un atelier particulièrement dense, où plusieurs employés ont raconté leurs expériences de discrimination dans le secteur, Armand et Claire se retrouvent seuls dans la salle. Elle range ses affaires. « Merci, dit-il. »« De rien, répond-elle. Non, vraiment. Merci de ne pas avoir abandonné. » Elle hausse les épaules. « J'ai failli, avoue-t-elle. Mais j'ai vu quelque chose dans cette marque, et chez toi, qui valait le coup de tenter. Chez moi? Oui. Cette espèce d'obstination, agaçante, mais utile quand elle est bien placée. » Il rit. Un silence plus doux s'installe. « Et en dehors du travail ?» demande-t-il, hésitant. « Comment tu vas ?» Elle le regarde, surprise par la question. « Je vais bien, dit-elle. Fatiguée mais fière. Studio Pomelo a d'autres clients, plus petits mais chouettes. Léo va bien. Ma sœur est crevée mais heureuse. Et toi ? J'apprends, répond-il. À faire quoi ? À ne pas confondre être solide et être fermé, dit-il. À dire à ma fille quand ça ne va pas, au lieu de faire semblant que tout est sous contrôle. Et ça marche ? Je crois. L'autre jour, je lui ai dit que j'avais peur de rater. Peur pour Luxion. Peur pour elle. Elle m'a regardé et elle a dit « Tu sais, papa, tu n'es pas obligé d'être parfait. Juste là. » Il sourit. Elle doit connaître Léa ou je ne sais pas qui. Elle avait déjà entendu cette phrase quelque part. Plaisante-t-il. Claire le regarde avec douceur. « Elle est futée, ta fille, dit-elle. » Il la fixe un moment. « Tu veux qu'on prenne un verre un jour ? Pas pour parler de campagne, de KPI ou d'engagement. Juste un verre. » Elle retient son souffle. C'est une simple question, mais elle porte tout ce qu'ils ont évité jusqu'ici. « Avec ta fille aussi ?» tente-t-elle pour détourner. « Non, dit-il doucement. D'abord toi. » Elle hésite. Elle pense à Myriam, qui lui a dit de se méfier. Elle pense à la différence de leur monde. Elle pense à sa promesse à elle-même. Ne pas se perdre dans une relation avec quelqu'un qui ne sera jamais là. Puis elle repense à ce qui l'a changé, à ce qu'elle a vu, au-delà du PDG arrogant. Un verre, pas plus, dit-elle, et pas dans un restaurant hors de prix où tout le monde t'appelle Monsieur de Villiers. D'accord, répond-il. Un bar normal, avec des chaises qui grincent. Elle sourit. Marché conclu. Le fameux verre a lieu dans un petit bar près du canal, un jeudi soir. Armand arrive en avance, nerveux. Claire arrive quelques minutes après, les cheveux un peu décoiffés par le vent, sans ordinateur, sans carnet. Il parle, longtemps, de tout ce qu'il n'avait pas dit, de la mort du père d'Armand, qui a tout précipité, de la séparation d'avec la mère de Jeanne, du jour où Claire a quitté une grosse agence, épuisée par les nuits blanches et les égos démesurés, de ses doutes sur la maternité, de ses peurs d'être trop indépendante pour aimer. Il lui avoue qu'il a longtemps pensé qu'aimer quelqu'un,
c'était forcément le décevoir un jour. Elle lui avoue qu'elle a souvent choisi des hommes indisponibles pour ne jamais avoir à se poser la question de l'engagement. « On est bien tombé », conclut-elle en riant. Le PDG workaholic et la fille qui fuit les liens. Être qu'on peut apprendre 2 ou 3 trucs ensemble, répond-il. Il ne tente rien ce soir-là. Pas de baiser forcé, pas de geste maladroit. Juste un « bonne nuit », un peu trop long, un regard qui s'attarde. Il se revoit. Encore. Avec les enfants. Parfois. Sans eux. D'autres fois. Toujours avec cette prudence nouvelle, celle de 2 adultes qui savent que l'amour ne répare pas tout, ne supprime pas les responsabilités, ne gomme pas les blessures. Un soir, alors qu'ils dînent chez Claire, Léo et Jeanne construisent une cabane dans le salon. Jeanne demande « On est quoi, nous 4 ?» Silence. Claire et Armand échangent un regard. « On est… » commence Claire. « Une équipe » propose Léo. « Une équipe, oui » répète Armand. Jeanne réfléchit. « Pas une famille ?» La question plane. « Une famille, ça peut vouloir dire beaucoup de choses » dit Claire doucement. « On n'est pas obligé d'avoir les mêmes noms de famille pour être importants les uns pour les autres. » Armand ajoute « Ce qui compte, c'est qu'on soit là, qu'on s'écoute, qu'on se respecte, qu'on se dise la vérité. » Jeanne le regarde. « Tu le fais, ça, maintenant ?» demande-t-elle. Il sourit. « J'essaie très fort. » Elle hoche la tête, satisfaite. « Alors, ça va » conclut-elle. Des mois plus tard, Luxéon lance sa nouvelle campagne. Les affiches envahissent le métro, les magazines, les réseaux. On y voit des femmes de tous âges, de toutes origines, de tous styles, dans des situations de vie réelle. Une mère qui rit avec son enfant, une femme en fauteuil, roulant en train de se maquiller pour elle-même, une femme aux cheveux blancs, magnifique, qui assume ses rides. Le slogan dit « Luxéon, ta beauté, tes règles ». La presse, cette fois, salue l'évolution. Les clientes se reconnaissent davantage. Claire, en passant dans le métro, s'arrête devant une affiche. À côté d'elle, Armand, une main dans la poche, l'autre tenant un sac de danse de Jeanne. « Tu réalises ?» dit-elle. « Quoi ? Que tu as laissé quelqu'un te dire non. Te dire que tu avais tort. Te dire d'essayer autrement. » Il la regarde. « Tu réalises que tu as dit oui à quelqu'un qui venait de ce monde-là, » répond-il. Il sourit. Jeanne, à côté d'eux, les regarde avec un air entendu. « Vous êtes pénibles, tous les deux, » commentait-elle. « On dirait une pub. » Ils éclatent de rire. Ce n'est pas une histoire qui se termine par un mariage spectaculaire, ni par un « ils vécurent heureux pour toujours » écrit en lettres dorées. C'est une histoire qui continue, jour après jour, faite de compromis sur les horaires, réajustement quand un projet prend trop de place, discussion franche quand l'un se sent mis de côté, soirée pizza autour d'un brief que Claire doit finir, matinée tranquille au parc où Armand laisse son téléphone à la maison. Le PDG arrogant n'a pas disparu. Il ressort parfois dans une phrase trop sèche, dans un réflexe de contrôle. Mais maintenant, en face, il y a une femme qui lui résiste, qui lui dit « Tu recommences, reviens ». Et, surtout, il y a en lui un homme qui a appris à entendre cette phrase. Un père qui sait que sa fille le regarde. Un partenaire qui a compris qu'aimer, ce n'est pas dominer ni impressionner, mais se laisser bousculer, remettre en question, transformer. Claire, elle, n'a pas cessé d'être indépendante, forte, libre, mais elle a laissé quelqu'un entrer, pas pour la sauver, pour marcher à côté. Et dans ce chemin à 4, avec Jeanne et Léo, leurs rires, leurs disputes, leurs dessins collés partout, ils inventent une forme de famille qui ne ressemble à aucune autre, une famille où chacun a le droit d'être entier, et où, quand Armand commence à redevenir trop sûr de lui, trop fermé, trop PDG,
Claire lève un sourcil et lâche. « Tu sais que ce n'est plus ça qui m'impressionne, hein ?» Il rit, l'embrasse sur le front. « Heureusement, » répond-il. « Parce que ce qu'elle aime, maintenant, ce n'est plus le PDG arrogant. C'est l'homme qui a accepté de tomber du piédestal et qui a découvert, en bas, qu'il y avait quelqu'un prêt à l'attendre. Sans se soumettre, sans se perdre, en restant elle-même, la femme qui lui résista et qui, précisément pour ça, a changé sa façon d'aimer.